Les auteurs du Salon du Livre Ecopost sont sur le plateau d'Ecopost TV et bienvenue à Robert Rodecker avec 2 ouvrages. Et on va commencer par celui-là qui m'intéresse bigrement, Réseaux sociaux, la guerre des Léviathans aux éditions du Rocher. On parlera aussi du sport, il y a du Churchill là-dedans, hein, je terme moi non plus. Et aussi du Gainsbourg. Et du Gainsbourg. C'est une chanson de Gainsbourg, Je t'aime moi non plus. Ah oui, exact, oui. exact. Ce livre, Réseaux sociaux, la guerre des Léviathans. Alors on explique ce qu'est un Léviathan, c'est un monstre de la Bible, hein, il est dans l'Ancien Testament, chez Isaïe, je crois. Hein, et en fait, c'est définition de Carl Schmitt que j'ai reprise. Une totalité mythique qui comprend le Dieu, l'homme, l'animal et la machine. Oui. Dans l'histoire de la pensée politique en Europe, en Occident, le Léviathan, c'est la figure de l'État quand même, État total, tel que la pose. C'est sans doute le plus important philosophe politique de l'histoire en Europe, Thomas Hobbes, en anglais, au XVIIe siècle. Donc, la justification de l'État, c'est de mettre fin à l'état de violence. Ouais, ça nomme l'État moderne. Horizontal, voilà. Ouais. Et c'est le premier État moderne. C'est la matrice de l'État moderne. Alors, l'objet du livre, c'est de dire qu'une concurrence ou une rivalité s'installe à notre époque entre la figure traditionnelle de l'État, le Léviathan, et sans doute les GAFAM, dont les réseaux sociaux sont les vaisseaux amiraux qui sont à la recherche du pouvoir que possède l'État, ouais, pour le subtiliser, pour le prendre. Et ce qui se passe avec Musk en ce moment, c'est peut-être un petit peu sur Twitter, cette guerre des Léviathans. Alors, vous nous expliquez que cet État moderne se trouve maintenant supplanté par ces forces supranationales que représentent les GAFAM. Alors le scénario est rude quand même. Hein. Oui, mais dans l'histoire, si vous voulez, on revient un peu à l'histoire de la féodalité. Hein. Lorsque les États centraux, enfin les royaumes issus de la décomposition de l'État de Charlemagne se disloquent, apparaissent des rivaux et c'est la naissance de la féodalité. Bon, nous sommes à une époque où de nouvelles féodalités, mais véritables, peuvent apparaître. Notre invité est philosophe, professeur agrégé de philosophie. Vous nous expliquez également ce nouveau profil, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de l'homme digitalisé. C'est quoi l'homme digitalisé aujourd'hui? Alors profil, c'est le terme qui convient. On le prend on le prend parfaitement, puisque sur tous les réseaux sociaux, vous avez votre profil. Alors l'homme digitalisé, oui, c'est vrai. C'est la déréalisation progressive et l'éloignement progressif de l'homme, des hommes, de leur cadre et de leur structure traditionnelle, qui soutenait leur être, c'est-à-dire qui est l'armature qui soutenait leur être. Avec le digital, tout devient... Alors, le sociologue polonais Zygmunt Bauman a parlé d'univers liquide, de société liquide. Donc, ce qui devient liquide, c'est la société, l'histoire et les individus. Voilà. C'est donc un nouveau type d'individu qui apparaît avec le numérique, et ce nouveau type d'individu que j'appelle, je ne dois pas être le seul, l'homme digital, pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Mais enfin, dans l'homme, dans l'humain, il y a une part de sacré. Il y a derrière tout ça, croyant ou non, il y a le créateur de l'humanité. C'est disparu, ça? C'est en question. C'est en question. Oui, c'est quelque chose qui peut Alors, nous ne pouvons pas résister au numérique, à la numérisation. C'est là, cela va se développer et il n'est pas question de l'arrêter. Hein, ouais. Mais il est question de le penser, de le réorganiser, de répliquer aux dangers que le numérique nous présente. Quel portrait robot vous pouvez dresser de cet homme digitalisé? Alors curieusement, c'est, je dirais, déconnecté
déconnecté du temps, déconnecté de l'espace, déconnecté de la politique véritable, et surtout étant dans l'éphémère. Vous avez remarqué sans doute que les grandes mobilisations numériques sur les réseaux sociaux, ce sont des choses très éphémères. Alors que quand ce type de déconnexion n'existait pas, l'on avait des convictions politiques ou religieuses qui duraient toute l'existence. L'engagement durait toute l'existence. Et aujourd'hui, vous avez des engagements très éphémères. C'est pour ça que, paradoxalement, je parle non pas de connexion, mais de déconnexion. Déconnexion avec la réalité, avec l'histoire, et surtout avec le temps, puisque l'on est uniquement dans le temps présent, dans l'instant. C'est un instantanéisme. Alors, nous sommes dans un monde, dans son modèle d'aujourd'hui, en finitude, qu'il faut transformer, rebondir, ne serait-ce que son impact écologique et le réchauffement de la planète. Comment ramener, si j'ai bien compris, comment ramener du Thomas Hobbes dans notre société d'aujourd'hui, assez proche de Rousseau d'ailleurs, hein, oui. L'homme naturellement bon. Oui, oui. Alors l'État, à la façon de Hobbes, a-t-il un avenir ? Je ne sais pas. Personne ne le sait. L'on voit que certains États essaient de résister à cet univers des réseaux sociaux, mais ce ne sont pas des modèles. C'est l'Iran, la Chine, la Russie, ce ne sont pas des modèles enviables. Donc je crois que de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup d'avenir. Alors il y a de l'avenir où ? Comment résister ? D'abord, je crois en étant attentif à la dimension spirituelle des êtres humains, oui. Qui retemporalise vraiment, oui. Et qui redonne de la chair, qui redonne de l'incarnation. Comment résister en ayant un usage simplement modéré et raisonnable des réseaux sociaux. C'est-à-dire que, tenez, j'ai un exemple qui me vient là à l'esprit. C'est devenu une catastrophe de perdre son smartphone. Pourquoi ? Parce que toute notre vie est... on a tout là-dedans. On a absolument tout là-dedans. Donc c'est comme si... Enfin, c'est dans le cloud aussi. Oui, hein. Mais c'est comme si c'était une externalisation de notre âme. Le smartphone... Prolongation de ma main. Et notre âme. Le mien également, que j'ai là, à côté de moi. Donc, comment résister ? En donnant moins de confiance et moins de responsabilité aux appareils dont le smartphone est un. Une personne qui passe, je crois que c'est 7h30 par jour en moyenne sur son smartphone, est-elle une prisonnière de la vie et aura-t-elle des difficultés à agir, à construire ? Probablement. Elle est prisonnière, alors pas de la vie, c'est même le contraire. Elle est prisonnière de dispositifs technologiques qui induisent une forme d'asservissement. Mais on remarquera que les réseaux sociaux peuvent aider également à la libération. Alors, on se souvient du printemps arabe, qui a mal tourné par la suite, mais les réseaux sociaux ont une grande importance là-dessus. On sait ce qui se passe en Iran. Bon, on sait qu'en Russie, une réinformation se fait grâce aux réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas manquer l'ambiguïté. Nous étions en train de décrire le côté sombre, mais il y a aussi un usage tout à fait positif, possible, libératoire des réseaux sociaux. À ceci près que... La Boétie avait tout compris, ils se croient libres parce qu'ils ont oublié ce qu'est la liberté. La Boétie, c'est le penseur de la servitude volontaire, c'est exactement ce que vous venez de dire. Exactement. Mais cette servitude volontaire, on peut aussi la retourner en libération, en liberté. Alors deux mots, donc, réseaux sociaux, la guerre des Léviathans, aux éditions du Rocher. On dit deux mots de cet autre opus, sport, je t'aime moi non plus. Vous adorez le sport. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai été coureur cycliste, j'ai joué au rugby dans ma jeunesse. Prenez bien le micro.
Oui, j'ai été coureur cycliste, j'ai joué au rugby dans ma jeunesse. Amoureux de rugby, hein. Oui, surtout de rugby. Le Racing? Non, Non, le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain. Oui, le Stade Toulousain. Ah, j'ai cru voir le Racing, au Stade Toulousain. Oui, en plus, il y a un peu l'accent quand même. Qu'est-ce que vous racontez dans cet ouvrage? Parce que le sport, c'est un lieu d'épanouissement, de détente, de don de soi. Précisément, pas uniquement. C'est aussi un lieu d'asservissement, Ouais. terme que nous avons employé tout à l'heure. C'est aussi un lieu d'aliénation, c'est aussi un lieu d'addiction, c'est aussi un lieu de propagande pour... Là, je ne parle pas de la publicité, mais de propagande pour un certain univers financier, un certain univers capitaliste. Vous parlez de la beauté du sport là-dedans. Oui, qui est la beauté du dérisoire. Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, le sport, ça n'a un résultat sportif n'a aucune importance historique. Il fait plaisir. Voilà, c'est le plaisir. Le grand amateur de cyclisme que je suis, j'ai été très heureux de la façon dont s'est déroulé le Tour de France cycliste cette année. Mais belle compète. Mais la victoire de Vingegaard, par exemple. Mais qu'est Vingegaard par rapport au prix Nobel de physique que nous pouvons avoir, qui apporte... qui ont une valeur civilisationnelle et dont on se souviendra encore dans 100 ans ou 150 ans, ou par rapport au prix Nobel de littérature. C'est-à-dire que ça ne transforme pas la spiritualité de la civilisation, mais ou par rapport aux grandes œuvres d'art, aux grandes œuvres Soulages qui vient de mourir, qu'est un coureur cycliste par rapport à Soulages. Bon, il n'y a pas photo, on veut dire. Mais, oui, je vois que vous n'aimez pas Soulages. Ah si. On a eu une rétrospective Soulages au Musée d'Art Moderne Villeneuve d'Ascq l'année dernière. Magnifique. Mais un sportif... cela apporte, il y a de la beauté, cela apporte un sentiment de... Mais il y a de la beauté dans un... C'est de la beauté du dérisoire. Et je crois que c'est important de dire dérisoire. C'est-à-dire, ça ne pèse pas dans l'histoire culturelle de l'humanité comme pèse un grand peintre ou un grand écrivain ou un grand physicien. Le football brésilien est romanesque. Ça pèse dans ce pays. Et était romanesque aussi le catenaccio italien, c'est-à-dire le football anti-spectacle, au contraire du Brésil. C'est romanesque, mais j'aime que ce soit dérisoire, c'est-à-dire que l'on trouve de la beauté dans ce qui n'est pas grand-chose au fond. Mon petit-fils Louis, cette semaine, me disait « Ah, Daddy, tu sais, je pratique 3 sports, le basket, le judo et l'anglais. » Alors j'ai dit, c'est un sport l'anglais? Bah oui, parce qu'on fait bouger la bouche. Oui, c'est un sport de ce côté-là. Sport, je t'aime, moi non plus. C'est aux éditions Robert Laffont, une collection avec l'INSEP. Vous êtes ici à Ecopos, Osons l'éloge du futur. Quel est votre éloge du futur? Le futur, c'est... un point d'interrogation. Il n'y a rien de plus élogieux, parce que certains évoquent la fermeture du futur, le no futur des punks. Bon, c'est une illusion de dire no futur, si vous voulez. C'est avant tout un point d'interrogation, c'est-à-dire quelque chose qui nous regarde et qui nous arrive sans que nous sachions le dévisager complètement, parfaitement. D'où sur le futur on peut dire un peu n'importe quoi, d'où les utopies, mais d'où aussi on peut entrevoir quelque chose. Alors, ce que je vais dire là va peut-être paraître scandaleux. Non, allez-y. Allez-y alors. J'ai une amie voyante, Valérie Fauché, qui a écrit un très beau livre, Une voyante passe aux aveux, et récemment un roman, position Ipanema. Et alors le futur lui apparaît parfois, rarement. Donc le futur se dévisage devant ses yeux à elle. C'est pas scandaleux, c'est une vision aussi. Oui. Alors, à un moment où ce monde complexe doit se transformer, et nous en sommes tous quelque part les acteurs, les réseaux sociaux nous emmènent dans une ère nouvelle et ça vaut le coup de comprendre ces léviathans pour mieux espérer le futur. Merci en tout cas à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre témoignage, merci à vous.